Je vais pouvoir rebondir sur des messages qui ont été déjà largement partagés. Le premier sur lequel je voudrais rebondir, c'est que c'est dans la collaboration que lorsqu'on rencontre un obstacle sur notre chemin, on peut trouver la solution. Et je vais l'illustrer sur le sujet du cobalt chrome aujourd'hui, comme vous l'avez dit, un vrai casse-tête. Alors, concernant ces alliages cobalt chrome, ils sont sujets à un enchevêtrement de réglementations européennes auxquelles s'ajoute notre convention nationale. Et donc, ça nous concerne tous, ces changements, qu'on soit organisme notifié, qu'on soit des institutionnels, qu'on soit des professionnels de santé ou des chercheurs en santé, des fabricants, des mandataires, des importateurs de dispositifs médicaux, sans oublier ceux et celles pour lesquels nous sommes là aujourd'hui, les patients. Donc, je vais reprendre, il y a une période très charnière entre 2006 et 2021, et je vais essayer de vous la reprendre étape par étape pour vous amener à la difficulté auquel nous sommes face aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je vous propose de nous intéresser à ce qui concerne les dispositifs médicaux, puisque nos alliages métalliques en font partie. Alors, l'histoire, elle a commencé un petit peu avant, en 1993, quand on a eu la première directive. Et puis, vous savez qu'il y a plusieurs petites choses qui ont conduit l'Europe à revoir sa position et à nous proposer un règlement en application, je vous le rappelle, depuis mai 2021. Alors, dans ce règlement, il y a plusieurs choses à retenir. Vous vous souviendrez tous que donc maintenant, les alliages métalliques sont des dispositifs médicaux de classe 2A. Et surtout, le dernier point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on a l'obligation, quand il y a une substance classée CMR, donc le CMR pour des risques contre le cancer, la mutagénicité et la toxicité pour la reproduction, donc quand il y a une substance CMR 1A ou 1B, de l'indiquer quand la composition est supérieure à 0,1% en fraction massive. Alors, si on s'intéresse maintenant aux substances chimiques, je remercie le docteur Babachko qui m'a largement préparé le terrain. Voilà, parce que je fais référence à un premier règlement qu'elle a déjà évoqué, qui concerne l'enregistrement, l'évaluation et les autorisations de ces substances chimiques, ainsi que leurs restrictions. Et je viens de renommer le règlement REACH, règlement qui a été à l'origine de la création de l'Agence européenne des produits chimiques. Autre 2 ans plus tard, là on est en 2006, on passe en 2008 et on a un nouveau règlement qu'elle a aussi évoqué qui concerne cette fois-ci l'étiquetage et l'emballage de ces substances chimiques et on l'appelle en raccourci le règlement CLP. Et je vous invite à ce qu'on jette un petit œil sur une certaine classification des substances CMR. Donc, vous voyez qu'en fonction du niveau de risque, elles ont 3 classifications sur lesquelles on a déjà un petit peu évoqué. Si on est dans la classe 1A, le risque est avéré. Si on est en 1B, il est supposé. Et si on est en catégorie 2, il est seulement suspecté. Ça, quelle que soit la propriété qu'on va étudier, la CMR. Alors, voilà. Au cours du temps, il y a des révisions pour normalement s'adapter au progrès. On va voir si c'en est un. Et puis un jour est arrivée l'adaptation technique au progrès 14 qui nous a largement annoncé que le cobalt métallique était classé comme une substance CMR. Ça a été vraiment la douche froide, et on peut dire très froide, parce que quand on sait le nombre de prothèses qui sont réalisées dans ces alliages, et pas seulement dans notre spécialité médicale, il fallait y faire face. Donc vous voyez, on est pour la CMR 1B pour la cancérogénité et 1B pour la reproduction. Voilà. Et c'est applicable, enfin, c'est un principe de précaution, là, alors contrairement à ce qui a été dit précédemment, là l'Europe est très en mouvement, et c'est applicable depuis septembre 2021. Alors, je voudrais saluer l'effort de nos amis les prothésistes qui ont tout de suite pris mesure et ont modifié leur documentation, notamment, comme vous pouvez le voir, et maintenant, quand les praticiens on reçoit les prothèses, on a des petites étiquettes qui nous rappellent la petite chose. Ils ont revu leur documentation qui nous transmettent. Mais très franchement, quand on est au fauteuil avec le patient, pour relayer cette information, c'est pas si facile et on pourra en débattre.
Je voudrais aussi attirer votre attention sur un point qui est essentiel selon moi, mais que je partage avec un grand nombre de la communauté, c'est qu'en revanche, le nickel, il est toujours CMR en 2. Donc il n'est pas concerné par l'application du règlement. Et pour vous aider à mémoriser que ça ne va quand même pas être un très bon candidat à la substitution, et qu'il ne faudrait pas qu'on fasse un retour en arrière, puisque ces alliages nickel-chrome, finalement, on les a de moins en moins utilisés au profit des cobalt-chrome, parce qu'on les avait démontrés comme étant allergisants, comme pouvant créer des cancers, notamment quand ils avaient du beryllium. Je vous montre un cas clinique qu'on a eu à la consultation juste quand j'ai eu l'invitation, donc c'est pour ça que je l'ai inclus. Une patiente est venue, elle avait des sensibilités en regard d'un bridge. On fait des petits prélèvements qu'on envoie à nos amis allergologues du CHU. Et puis vous voyez qu'il y a une surexpression des biomarqueurs de l'inflammation. Donc elle avait raison d'avoir mal, notre patiente. Mais que quand ça revient des patch tests, ce n'est pas le cobalt qui marque, mais bien le nickel. Donc franchement, c'est vraiment un message que je voudrais partager avec vous. On est face à une difficulté envers les cobalt-chrome, mais il ne faudrait pas que ce soit un retour vers les nickel-chrome. Et puis, comme je vous le disais, il y a une petite subtilité française qui s'ajoute, puisqu'il y avait une convention on va voir qu'il va y avoir du mieux, mais voilà, il y a eu une convention avec on doit proposer à nos patients un traitement avec ce qu'on appelle un reste à charge zéro, et c'est une très bonne chose. Néanmoins, sur les secteurs postérieurs, là on a les dents du fond, on pouvait proposer des couronnes métalliques. Et métalliques, quels sont les choix qu'on peut proposer? On ne va pas revenir au nickel-chrome, vous avez compris que j'en suis pas une très grande fan. On va voir qu'on peut faire un peu de titane, mais on va voir que ce n'est pas si facile que ça de vrai avec le titane, et je crois qu'on est nombreux à partager. Donc finalement, ce qu'on utilise vraiment, c'est du cobalt-chrome. Alors, ça c'est l'état des lieux. Vous pouvez reconsulter le site de l'ASM, celui du Conseil national de l'ordre. Vous pouvez aussi aller voir les petits livrets faits par l'ADF qui sont très bien réalisés sur le sujet. Si ça vous intéresse, on en est là. On a vu qu'on avait des difficultés, mais je vous ai aussi dit que quand on a identifié la difficulté, on va pouvoir en partie la résoudre. Et c'est ensemble qu'on va le faire. Donc tout d'abord, et je vais revenir parce que ça a été tellement largement dit ce matin, je suis professeur en biomatériaux, je m'excuse parce que voilà, on a dit que voilà, on avait piqué tous les budgets, mais le biomatériau dentaire, néanmoins, n'existe pas encore. On a pourtant beaucoup travaillé, mais voilà, on n'a pas encore trouvé le matériau idéal. Et en plus de quoi, je pense qu'il n'y a pas un matériau universel qu'on va pouvoir appliquer dans toutes les situations cliniques qu'on a. Il faut toujours, on est là pour faire, on est prescripteur, on doit faire une balance bénéfice-risque et choisir ce qui est le mieux pour nos patients. Voilà. Donc il y a même d'entre nous qui sont allergiques à l'or. C'est quand même dommage, mais c'est le cas. Oui, pas souvent, mais tu en as quand même, tu vois. Et alors bien sûr, on revient que c'est le nickel qui est le plus allergisant, un peu suivi, pas très loin, du cobalt néanmoins. Alors justement, concernant ces propriétés, les propriétés du cobalt-chrome, nos amis allemands ont édité un rapport très intéressant que je vous invite à regarder, mais on peut jeter un coup d'œil déjà sur les conclusions. Ils ont mis en avant, rappelé les excellentes propriétés mécaniques, les propriétés électrochimiques, ça veut dire la résistance à la corrosion. Ils ont expliqué qu'économiquement, c'était un alliage qui était accessible. Et de ce fait, ils en ont conclu que la balance bénéfice-risque dont je viens de vous parler, elle est plutôt en leur faveur. Et ils ont même été jusqu'à dire que ça leur paraissait difficile qu'on arrive à en faire une substitution. De notre côté, on a aussi conduit une étude où on a remonté dans les 25 dernières années et cherché tous les articles scientifiques qui traitaient de la toxicité de ces alliages-là. On a lu plus de 800 articles. Malgré tout, on n'a pu en retenir que 21 qui sont considérés comme des niveaux de preuve suffisamment élevés pour qu'on puisse poser des conclusions dessus. Et vous verrez que c'est assez partagé, mais avec 6 qui concluaient à une existence de risque et 15 qui ont confirmé la bonne biocompatibilité.
Alors, ce sont des données rétrospectives, on va fouiller dans la littérature, etc. Et en fait, si on veut vraiment savoir ce qui se passe, il faut entreprendre ce qu'on appelle des études prospectives. Et alors, je me sers de la tribune qui m'est offerte ici pour faire un appel à participation, puisqu'avec ma collègue du CHU de Lyon, allergologue, on lance un essai clinique pour mesurer la sensibilisation aux implants et aux prothèses métalliques. Voilà, on est en train de monter les autorisations, donc il est largement temps de nous rejoindre si le sujet vous intéresse. Je vous avais dit qu'il y avait des améliorations et on a eu une magnifique bouffée d'oxygène qui nous est arrivée en mars et je crois que ça a été largement porté par la France qui a beaucoup œuvré pour qu'il y ait que les périodes transitoires d'application du règlement soient revues, alors sous conditions, on ne rentrera pas dans toutes ces conditions, mais néanmoins, selon la classe, et nous, je vous rappelle, on est en classe 2A, on va avoir un report jusqu'à fin 2028, ce qui nous donne un peu de souffle pour nous organiser. Et puis, autre bonne nouvelle, parce que c'est une bonne année, cette année-là, en août, la convention a été révisée et il reste toujours le reste à charge zéro, mais on peut proposer maintenant à nos patients, enfin on pourra en janvier 2026, je vais un peu vite, mais on aura une ouverture pour proposer à nos patients des prothèses en zircone. Donc finalement, pour ce qu'on appelle la prothèse fixe, alors pour ceux qui ne sont pas chirurgiens dentistes, qui est vraiment qu'on ne peut pas enlever, que le patient par rapport aux appareils amovibles dont on a parlé précédemment, le problème est à peu près résolu. On sait qu'on va trouver des solutions. Il reste à discuter pour ces appareils qu'on met et qu'on enlève essentiellement, voilà, qui sont quelquefois avec des supports métalliques pour des raisons mécaniques. Alors, on a des alternatives qui se dessinent. Notamment, je vous ai déjà évoqué le titane et ses alliages. Il y a déjà des praticiens qui en posent, des laboratoires qui sont équipés pour les produire. Néanmoins, les coûts sont colossaux pour les prothésistes et des organisations qui ne correspondent pas à l'organisation actuelle des prothésistes dentaires. Donc, si on se dirige vers de telles solutions, il va falloir vraiment œuvrer collectivement pour que ça devienne possible. Et puis, pareil, si on transfère tout ce qu'on fait en cobalt chrome au jour d'aujourd'hui en titane, on risque aussi d'avoir des pénuries de matières premières. Et c'est aussi des choses qu'il faut prendre en considération quand on va prendre des politiques. Alors, nos institutions se mobilisent, il y a des appels de fonds pour qu'on trouve des solutions. Et notamment, on a, nous, bénéficié de ce qu'on appelle une bourse CIF, c'est-à-dire un doctorant d'université rémunéré par l'État pour travailler sur le sujet au laboratoire. Et puis, il y a un autre candidat qui se dessine en polymère. Alors après, voilà, on a aussi évoqué les difficultés envers les polymères, mais avec aussi les propriétés mécaniques qui, pour l'instant, ne sont peut-être pas tout à fait optimales comme on le souhaiterait. C'est le PIC. Donc, vous voyez, je n'ai pas de cas clinique propre, mais voilà, c'est une équipe grecque qui a publié un très joli cas, donc c'est possible. Et si vous êtes intéressé par le sujet et que vous voulez vous rapprocher, c'est une équipe toulousaine qui arrive aussi à proposer des prothèses fixes, ce sont des in-décors dans la matière. Donc, il y a des équipes qui travaillent et peut-être qu'en 2028, elles auront la solution à nous proposer. Mais mon message de conclusion, il sera que, fort heureusement, on a pris un merveilleux tournant. On est en train de se donner les moyens d'avoir des générations sans caries. Et si on a des générations sans caries, on aura beaucoup moins besoin de prothèses.